Lilith, à la féminité désormais acceptée de tous, voguait à visage découvert. Sa réputation sur la Loire est telle que plus personne ne cherche à mettre en doute sa capacité à diriger un équipage de solides gaillards et d'échalons de fort tonnage. Sur la rivière, la dame est si respectée que nul ne s'aventure maintenant à lui manquer de respect. Quant aux marchands, hautains et abus d'eux-mêmes, ils considèrent cette belle femme tout à fait digne assurément de devenir leur épouse pour réduire les frais de voiturage. Lily repousse leurs assauts. Elle a célébré ses noces avec la marine de Loire. Ce bonheur la comble totalement et personne n'a à se mêler de sa vie privée. Pourtant, il se trouve toujours, dans bien des ports, des hommes disposés à la combler de présents pour conquérir le cœur de la belle marinière. Les cadeaux n'ont rien à voir avec ceux que l'on peut faire de nos jours. Les hommes de ce temps-là respectent trop l'argent pour le jeter par-dessus bord. Ce qu'ils ont gagné à la sueur de leur front ne peut aisément quitter leur poche. Leurs offrandes sont d'abord le fruit d'un travail personnel, d'une création, ou bien d'une action retentissante. Lily reçut ainsi quelques présents qui expriment à la fois l'inventivité des gens de Loire et la passion qui brûle dans les veines de ces soupirants. Ils laissèrent ainsi à la postérité des offrandes bien plus utiles que cette descendance illusoire à laquelle ils aspiraient. L'histoire, si ingrate, a oublié ces hommes de bien qui, pour l'amour d'une dame, firent preuve d'une grande imagination. Oublions d'abord ceux qui, avec patience certes, mais sans grande jugeote, lui sculptèrent de magnifiques battoirs, lui signifiant maladroitement que sa place était plus au lavoir qu'à la barre. Leurs joues se souvinrent longtemps de la réplique de l'offensé. Le premier des véritables à se déclarer fut Barthélemy Boursier. Issu d'une famille de la Charité-sur-Loire, ce monsieur était peintre émérite sur faïence. C'est lui qui, par amour pour la belle, commença à représenter des bateaux sur les plats de Nevers. S'il ne trouva pas le chemin de l'amour, grâce à lui nous avons encore une belle iconographie pour la marine de Loire. Il poursuivit cet art délicat non pour satisfaire à une mode, mais pour honorer celle qui s'était refusée à lui. Le deuxième usa d'un argument de poids pour convaincre la dame de lier sa destinée à la sienne. Octave François Trézaguet de Cosne-sur-Loire mit au point une méthode révolutionnaire de fabrication des encres marines. Il offrit sa première production à celle pour qui il se consumait d'amour. Lily, nous le savons, n'était pas de celles qu'on enchaîne. Elle le remercia pour ce cadeau merveilleux, puis elle déposa l'encre sur son chaland sans un regard pour son soupirant. L'homme fit alors la prospérité de la région car Colbert lui confia la production des encres de la Royale. Mais rien de ce succès ne lui fit oublier le refus de l'indifférente marinière. Du troisième, on ne connaît que le surnom. Partout dans les régions de l'Ouest, on le nommait le Grand Neuf. Il faut dire que cet étrange personnage avait une curieuse manie. Quand il voulait montrer quelque chose, il le pointait du pouce, un geste passé dans le jeu qui lui valut sa célébrité. Grand Neuf était en effet un expert dans le jeu de l'alouette, jeu de cartes et de mimique. C'est lui qui, pour lui plaire, en offrit un superbe exemplaire à Lilith. Mais madame n'était pas joueuse, surtout avec ce grand escogriffe. De ce jour, cependant, les mariniers prirent l'habitude de jouer aux cartes sur les bateaux lors de leurs nombreux jours chômés. Le dernier fut un humble cordier de Montjean-sur-Loire, dont seul nous est resté le prénom, Morin. Il fabriquait des cordes en chanvre d'une incroyable solidité. Lui n'était pas le seul à maîtriser cet art délicat. Ce n'est pas ainsi qu'il pouvait séduire l'élite. Il cherchait depuis bien longtemps à trouver quelque chose en rapport avec son art pour attirer l'attention de la dame.
C'est en allant cueillir du chanvre un jour qu'il fit une curieuse rencontre. Un serpent sortait d'un puits où il venait de se désaltérer. Que se passa-t-il dans la caboche de Morin? On ne le saura jamais, mais il eut une illumination. Il inventa de quoi nouer, du moins le croyait-il, sa destinée avec celle de la dame. Quand il lui enseigna ce nœud merveilleux qui se défait facilement, Lily le remercia d'un tendre baiser sur la joue. Il en eut les jambes qui se dérobèrent et se retrouva assis sur son séant. On appela ainsi le nœud en question, mais la dame fila sans qu'on puisse l'attacher. Lilith allait toujours seule. Elle repoussait les avances et n'avait que faire des hommages de ses soupirants inventifs. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était la Loire et son équipage, qu'elle chérissait de la plus respectable des manières. C'est d'ailleurs cette passion qui la fit tomber dans les filets de celui qui n'avait rien demandé. L'histoire est amusante, je vais vous la narrer. Il y avait sur l'un des bateaux de Lilith un pauvre marinier qui était sujet à des maux de tête épouvantables. Il souffrait le martyre, ce qui ne l'empêchait pas de tenir son poste avec efficacité. Il faisait l'admiration de la dame, toujours attentive à ses hommes, et qui aurait fait n'importe quoi pour trouver moyen de soulager ce bon marin. Un jour qu'elle faisait escale à Blois, elle croisa sur le Pirée un colporteur proposant des produits aussi différents qu'insolites. L'homme, venu à pied des monts du Forez, portait sur son dos une lourde caisse de bois qui renfermait ses trésors. Parmi ceux-ci, une étrange petite fiole contenant une liqueur d'écorce de saule blanc. Lily lui demanda à quoi pouvait bien servir ce breuvage et l'homme le lui conseilla pour apaiser les maux de tête. Un bon capitaine pense toujours à son équipage. Lily était de cette trempe-là. Elle dit sur le coup de l'émotion, à moins que ce ne fût sous le charme de ce colporteur fort bien mis de sa personne, que si la potion avait l'effet annoncé, elle le prendrait sur le champ pour époux. Le colporteur fut si troublé par cette belle promesse qu'il offrit son remède sans demander le moindre écu. La décoction d'écorce de saule eut un effet miraculeux. Le marin oublia ses maux de tête et Lily épousa sur le quai ce colporteur charmant. Le pauvre garçon pensait avoir décroché la lune, mais si Lilith était dame à tenir ses engagements, elle ne l'était pas à s'encombrer d'un mari. Elle le pria ainsi de poursuivre son métier et le laissa à terre alors qu'elle reprenait la Loire. Elle avait fait d'une pierre deux coups, ayant désormais trouvé le moyen de soigner les maux de tête et de repousser définitivement tous les autres prétendants. Le colporteur, qui venait de découvrir ce qu'on nomme le mariage blanc, continua à vendre son breuvage remède d'exception. Il ignorait alors que son breuvage deviendrait un jour ce qu'on allait nommer l'aspirine. Par un curieux clin d'œil de l'histoire, cette aspirine serait commercialisée en France par la Société des usines du Rhône. En cette année 1908 où depuis bien longtemps, la Loire avait perdu son aura et Lilith ses galants. Il est possible que cette histoire vous donne quelques maux de tête. N'engraissez pas l'industrie pharmaceutique et préparez-vous une bonne décoction d'écorce de saule blanc. Même si vous n'avez aucune chance de voir Lilith en songe, vous soulagerez à coup sûr votre migraine. Dans la vie, on ne peut tout avoir. C'est la seule morale de cette fable.